Depuis quelques jours, une phrase trouble circule autour de Jean-Louis Borloo. À 75 ans, l'ancien ministre aurait enfin laissé entrevoir une réalité plus fragile, loin des tribunes, des caméras et des grands discours. Mais que sait-on vraiment de cette image d'un homme que l'on disait infatigable, désormais associé au silence, à la maladie et à un fauteuil roulant? Est-ce une confession, un malentendu, ou le début d'un récit beaucoup plus humain que politique? Dans cette vidéo, nous allons revenir avec prudence sur son parcours, ses blessures publiques, et cette question simple. Que reste-t-il d'un homme lorsque la lumière se retire? Ce qui frappe, lorsque l'on remonte le fil de la vie publique de Jean-Louis Borloo, ce n'est pas seulement l'image d'un ancien ministre soudain rattrapé par la fragilité. C'est le contraste. Pendant des années, les Français l'ont vu avancer vite, parler fort, défendre Valenciennes, les quartiers, l'emploi, l'écologie, puis disparaître peu à peu du premier plan. Né à Paris le 7 avril 1951, Borloo a longtemps donné l'impression d'un homme impossible à arrêter. Avocat, maire de Valenciennes, député du Nord, ministre sous Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy. Une trajectoire dense, presque trop rapide pour laisser deviner la fatigue qui pouvait déjà s'installer. Mais derrière cette énergie publique, certains signes existaient. Ils n'avaient alors pas toujours été compris sur le moment. En janvier 2014, son hospitalisation à Paris pour une pneumonie aiguë marque un premier coup d'arrêt. À cette époque, beaucoup parlent d'une absence temporaire, d'un repos nécessaire, d'un retour possible. Pourtant, le 6 avril 2014, Jean-Louis Borloo annonce qu'il quitte ses mandats et ses responsabilités politiques. Une phrase sobre, presque administrative, mais qui change tout. L'homme qui avait occupé les plateaux, les ministères et les assemblées choisit soudain le retrait. Aujourd'hui, lorsque certains évoquent l'image d'un Jean-Louis Borloo affaibli, parfois associé à un fauteuil roulant, il faut avancer avec prudence. Car entre la réalité médicale, les confidences privées et les récits amplifiés, la frontière peut devenir floue. Pourtant, cette image parle au public parce qu'elle réveille une question plus profonde. Que devient un homme de pouvoir lorsque son corps ne suit plus le rythme qu'il a imposé toute sa vie? Dans les rues de Valenciennes, son nom reste lié à une période de transformation. Dans les couloirs de Paris, il demeure associé à ces années où il passait d'un dossier social à un chantier environnemental avec une aisance presque désordonnée. Mais loin des micros, loin des flashs, une autre histoire semble se dessiner. Celle d'un homme qui a dû apprendre à ralentir, à accepter le silence, et peut-être à vivre avec une dépendance qu'il n'avait jamais montrée. Ce n'est pas seulement la maladie qui touche les spectateurs, c'est l'idée qu'un homme connu pour son mouvement puisse être ramené à l'immobilité. C'est l'idée qu'un visage familier de la République puisse, à 75 ans, être regardé non plus comme un responsable politique, mais comme un être humain confronté à la solitude, à la fatigue, aux limites du corps. Alors, faut-il parler d'aveu, de confession, ou plutôt d'un long silence qui commence enfin à être entendu autrement? Les signes étaient peut-être là depuis 2014. Une absence prolongée, une parole plus rare, une vie publique moins visible. Mais ce n'est qu'avec le temps que ces détails prennent une autre couleur. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant, sans juger, sans exagérer. Le chemin discret d'un homme qui a longtemps porté les combats des autres, avant de devoir affronter le sien. Dans ce récit, le fauteuil roulant n'est pas seulement une image dure, c'est presque un symbole. Celui d'un homme qui, pendant des décennies, a traversé les villes, les assemblées et les ministères, avec une énergie que beaucoup jugeaient inépuisable, avant d'être rattrapé par une fragilité plus silencieuse. Il faut le rappeler avec prudence. Aucune source publique fiable ne permet d'affirmer qu'il aurait récemment fait une confession détaillée sur une vie misérable en fauteuil roulant. Mais ce qui est documenté, c'est le basculement de 2014, lorsqu'après une hospitalisation à Paris pour une pneumonie aiguë, accompagnée de complications, Jean-Louis Borloo s'éloigne brutalement de la scène politique. À ce moment-là, beaucoup n'ont pas compris la portée réelle de ce retrait. Le 26 janvier 2014, l'ancien ministre est hospitalisé. Le 4 février, il sort de l'hôpital, mais son entourage parle déjà d'une longue convalescence. Puis, le 6 avril 2014, la nouvelle tombe. Il renonce à ses fonctions et mandats. Dans sa lettre, il explique ne pas avoir toute l'énergie nécessaire pour remplir ses responsabilités. Cette phrase, à l'époque,
a été lue comme une formule politique. Avec le recul, elle ressemble davantage à un aveu discret, celui d'un corps qui impose ses limites à un homme habitué à décider, à convaincre, à avancer. Ce détail change toute la lecture de son parcours. Car Jean-Louis Borloo n'était pas un homme de retrait. À Valenciennes, dans le Nord, il avait bâti une partie de son image sur le mouvement, la transformation et la présence sur le terrain. Il connaissait les rues, les dossiers, les visages. Il n'était pas seulement celui qui parlait depuis Paris. Il était celui qui revenait sans cesse vers cette ville marquée par la crise industrielle, le chômage, les blessures sociales. Voilà pourquoi son effacement t'a paru si étrange. Un homme aussi visible ne disparaît jamais sans laisser derrière lui des questions. Les premiers signes, pourtant, étaient voilà. Des rendez-vous annulés, des apparitions moins fréquentes, une voix moins présente dans les débats, des silences là où, autrefois, il aurait occupé l'espace. À l'époque, on parlait de fatigue, de prudence médicale, de repos. Mais aujourd'hui, ces éléments prennent une autre signification. Ils dessinent le portrait d'un homme qui ne voulait peut-être pas exposer sa vulnérabilité au regard public. Et c'est précisément là que l'image du fauteuil roulant devient puissante, même lorsqu'elle doit être traitée avec réserve. Elle oblige à regarder autrement une personnalité longtemps associée à l'action. Elle pose une question simple, presque cruelle. Comment accepter l'immobilité quand toute une vie a été construite sur le mouvement? Comment vivre loin des caméras lorsque l'on a été, pendant tant d'années, au centre de l'attention nationale? Dans l'imaginaire collectif, Jean-Louis Borloo reste l'homme des grands dossiers, des ministères, de Valenciennes, de l'écologie politique et des quartiers populaires. Mais derrière cette mémoire publique, il y a peut-être une réalité plus intime. Celle des journées plus lentes, des déplacements difficiles, des gestes autrefois simples devenus pesants, et du silence que choisissent de parfois les personnalités publiques lorsqu'elles ne veulent pas que leur fragilité devienne un spectacle. Ce n'est donc pas une histoire de chute spectaculaire. C'est une histoire de disparition progressive. Une porte qui se ferme doucement, une voix que l'on entend moins, une silhouette qui quitte le cadre. Et dans ce vide, les questions se multiplient. Que savait son entourage? Depuis quand son état imposait-il réellement ce retrait? Et pourquoi certains signes, visibles dès 2014, n'ont-ils été compris que bien plus tard? Et c'est dans cette zone de silence que l'histoire devient plus troublante. Car après son retrait de la politique, Jean-Louis Borloo ne disparaît pas totalement. Il revient autrement, par touche, comme un homme qui ne cherche plus la lumière mais qui refuse aussi de devenir absent. En 2015, alors que la France prépare la COP 21 à Paris, il porte un nouveau combat, l'accès à l'électricité en Afrique. Ce projet, loin des débats électoraux, montre un Borloo différent, moins exposé aux affrontements partisans, mais toujours attaché aux grands chantiers humains. En 2017, il prend aussi la présidence de la Fondation Énergie pour le Monde, une structure engagée depuis 1990 pour l'accès à l'énergie dans les zones qui en sont privées. Pourtant, cette activité plus discrète ne ressemble plus à l'homme d'avant. Avant, Jean-Louis Borloo occupait l'espace. Il surgissait dans les débats, parlait avec cette voix reconnaissable, parfois rapide, parfois désordonnée, mais toujours pleine d'élan. Après 2014, ses interventions deviennent plus rares, plus ciblées, presque économisées. Et quand il revient en 2018 avec un rapport sur les banlieues, remis au gouvernement, le public retrouve un homme qui connaît encore les quartiers, leurs colères, leurs attentes, leurs blessures. Mais derrière cette présence, quelque chose a changé. Il n'est plus dans la conquête, il est dans la transmission. C'est peut-être là que les signes anciens prennent aujourd'hui un sens plus lourd. Lorsqu'un homme habitué aux couloirs de l'Assemblée, aux mairies, aux réunions interminables, commence à choisir ses apparitions, à espacer ses prises de parole, à laisser d'autres porter la bataille, ce n'est jamais anodin. On peut y voir une stratégie, on peut y voir une fatigue, on peut aussi y voir la pudeur d'un homme qui ne veut pas transformer son état personnel en sujet public. Alors, lorsque certains récits évoquent aujourd'hui l'image d'un Jean-Louis Borloo affaibli, enfermé dans une vie difficile, parfois représenté dans un fauteuil roulant, il faut comprendre pourquoi cette image marque autant les esprits. Elle ne vient pas seulement parler de santé, elle vient renverser toute une mémoire collective. Le fauteuil dans ce récit devient l'opposé exact de ce que Borloo incarnait autrefois. La vitesse, le terrain, l'urgence, le déplacement permanent.
Mais la réalité d'un homme ne se résume jamais à une image. À Valenciennes, son nom reste lié à une période où la ville cherchait à sortir d'un sentiment d'abandon. À Paris, il reste associé à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, au débat sur les quartiers, au ministère de l'écologie, au Grenelle de l'environnement. Et plus récemment encore, en avril 2026, certains médias locaux ont rapporté sa présence auprès de responsables régionaux. Preuve que l'ancien ministre n'est pas seulement une silhouette enfermée dans le passé. C'est cette contradiction qui rend son histoire si humaine. D'un côté, un homme dont le corps semble avoir imposé des limites. De l'autre, une voix qui continue d'exister dans certains débats, notamment sur les territoires, l'énergie, l'organisation de l'État et la place des villes oubliées. Peut-être que la véritable confession n'est pas une phrase spectaculaire prononcée devant une caméra. Peut-être qu'elle se cache dans cette manière de revenir moins souvent, de parler plus rarement, de choisir ses combats avec une intensité nouvelle. Car vieillir pour une figure publique, ce n'est pas seulement perdre de la force. C'est aussi accepter que le public voit ce qu'on aurait préféré garder pour soi. La fatigue dans les gestes, la lenteur dans les déplacements, les silences entre deux apparitions. Et dans le cas de Jean-Louis Borloo, cette évolution frappe d'autant plus que son personnage public avait toujours semblé avancer contre l'usure, comme si l'énergie suffisait à repousser le temps. Et pour comprendre ce contraste, il faut revenir au moment où Jean-Louis Borloo cesse d'être seulement un avocat parisien, brillant pour devenir un nom reconnu, presque familier, dans tout un territoire. Ce moment ne commence pas dans un ministère, ni sous les dorures de Paris. Il commence dans le Nord, à Valenciennes, une ville encore marquée par les fermetures, la désindustrialisation et ce sentiment d'avoir été laissé au bord de la route. Au milieu des années 1980, Borloo arrive d'abord par le football. En 1986, il prend la présidence du club de Valenciennes, alors en difficulté. Ce détail peut sembler secondaire, mais il révèle déjà son style. Entrer par une porte inattendue, rassembler des gens qui ne se parlent plus, transformer une crise en terrain d'action. Ce n'est pas encore la célébrité nationale, mais c'est le début d'une reconnaissance locale. Dans les cafés, dans les quartiers, au stade, on commence à parler de cet homme venu de Paris qui ne ressemble pas aux élus traditionnels. Puis vient 1989. Cette année-là, à Valenciennes, Jean-Louis Borloo mène une liste issue de la société civile et devient maire. Pour beaucoup, c'est là que sa légende politique prend forme. Il n'apparaît pas comme un technicien froid, mais comme un homme de terrain, parfois imprévisible, capable de passer d'un dossier économique à une conversation de quartier. Il écoute les habitants, se rend dans des zones populaires comme du Temple et construit peu à peu une relation directe avec la ville. Plus tard, ceux qui l'ont côtoyé raconteront cette proximité presque désordonnée. Un élu qui arrive sans distance, qui pose des questions, qui veut comprendre avant de promettre. Son succès ne vient donc pas d'un seul discours. Il vient d'une accumulation de signes visibles. La ville change. Le Phénix, théâtre qui deviendra scène nationale, la modernisation de la bibliothèque, le tramway pensé pour désenclaver certains quartiers, et surtout l'arrivée de Toyota en 1997, deviennent des marqueurs forts de son passage. Dans une région touchée par le chômage et la perte d'usines, voir un constructeur automobile japonais s'implanter près de Valenciennes donne à Borloo une image de bâtisseur. Il ne parle plus seulement de renaissance, il donne l'impression de la rendre possible. C'est à ce moment que son nom dépasse vraiment les limites locales. En 1993, il devient député du Nord. Il entre alors dans une autre scène, celle de l'Assemblée nationale, mais il conserve son ancrage valenciennois. Cette double identité, homme de Paris et homme du Nord, devient sa force. Il peut parler aux ministres, mais aussi aux habitants des quartiers. Il peut négocier des dossiers nationaux, tout en gardant l'image d'un élu qui connaît les réalités du terrain. L'Assemblée nationale rappelle d'ailleurs qu'il représentait la 21e circonscription du Nord, jusqu'à sa démission en 2014. La véritable consécration arrive en 2002, lorsque Jacques Chirac est réélu président de la République, et que Borloo entre au gouvernement comme ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine. Pour lui, ce n'est pas un simple portefeuille ministériel. C'est presque la traduction nationale de ce qu'il avait tenté à Valenciennes. Réparer les territoires abîmés, réconcilier les habitants avec l'action publique, redonner une perspective là où l'on ne voyait plus que l'abandon. En 2003, la loi d'orientation et de programmation pour la ville
lance le Programme national de rénovation urbaine et l'ANRU est mise en place en 2004. C'est l'un des grands marqueurs de son passage au ministère. Mais déjà, dans cette réussite, certains signes apparaissent autrement avec le recul. Son rythme est intense. Ses dossiers s'enchaînent. Ministre de la Ville, puis de l'Emploi, de la Cohésion sociale, du Logement, puis ministre d'État chargé de l'écologie entre 2007 et 2010, Borloo semble toujours courir après l'urgence suivante. Le ministère de l'Économie rappelle cette succession de responsabilités entre 2002 et 2010, preuve d'une présence presque continue au cœur du pouvoir. À l'époque, cette énergie fascine. Aujourd'hui, elle interroge. Était-ce seulement une méthode de travail ? Ou déjà la trace d'un homme qui refusait de s'arrêter comme s'il savait que l'immobilité serait son adversaire le plus difficile ? Les années de succès montrent un Borloo au sommet, mais aussi un homme qui donne énormément de lui-même. Et quand on relit ce parcours à la lumière de sa fragilité actuelle, chaque victoire prend une couleur différente. Derrière l'homme public applaudi, il y avait peut-être déjà un corps soumis à une cadence impossible à tenir éternellement. Pour comprendre l'homme qui plus tard portera Valenciennes sur ses épaules, il faut revenir bien avant les ministères, avant les micros, avant les grandes salles de réunion. Il faut revenir à Paris dans les années 1950, à cette France encore marquée par l'après-guerre, où les familles reconstruisent leur avenir avec pudeur, travail et discipline. Jean-Louis-Marie Borloo naît le 7 avril 1951 dans le 15e arrondissement de Paris. Son père, Lucien Borloo, est décrit comme coursier puis directeur d'une caisse de retraite. Sa mère, Morissette Aquaviva, est connue pour son engagement dans la Fédération française des équipes Saint-Vincent. Il serait imprudent de transformer son enfance en légende noire. Les biographies publiques ne parlent pas d'une misère spectaculaire, ni d'un drame familial clairement exposé. Mais elles laissent apparaître autre chose, une formation exigeante, un environnement où l'on apprend tôt la valeur de l'effort, de la responsabilité et du regard porté sur les autres. Dans cette maison parisienne, entre un père venu d'un parcours de travail concret et une mère engagée dans l'action sociale, le jeune Jean-Louis grandit avec deux influences qui, plus tard, réapparaîtront dans toute sa trajectoire. Le sérieux des dossiers et l'attention aux fragilités humaines. Son enfance n'est donc pas difficile au sens simple du mot. Elle semble plutôt traversée par une tension discrète, celle d'un garçon que rien ne prédestine encore au sommet politique, mais qui observe déjà le monde comme un espace à comprendre. À Paris, il étudie au lycée Janson de Sailly, établissement réputé de l'Ouest parisien. Là, il développe un goût marqué pour la philosophie et l'histoire. Ces deux matières ne sont pas de simples lignes dans une biographie. Elles disent quelque chose de sa manière future de penser. Ne jamais regarder un problème seulement par les chiffres, mais chercher ce qu'il cache, d'où il vient et comment il peut être réparé. Un autre détail, souvent moins commenté, éclaire sa jeunesse. Il devient chef scout pendant de nombreuses années. Ce rôle peut sembler modeste face aux fonctions qu'il occupera plus tard, mais il révèle déjà une forme d'autorité particulière. Être chef scout, ce n'est pas seulement encadrer un groupe. C'est apprendre à guider, à improviser, à prendre soin des plus jeunes, à décider sans écraser. Dans ces années de formation, on retrouve peut-être les premières traces du Borloo de Valenciennes. Un homme de terrain, plus à l'aise dans l'action que dans les postures figées. Au début des années 1970, son parcours s'accélère. En 1972, il obtient des licences en droit et en philosophie, tout en étudiant aussi l'histoire et les sciences économiques. Ce mélange est révélateur. Le droit lui donne la rigueur, la philosophie lui donne les questions, l'histoire lui donne la profondeur, l'économie lui donne les outils. Plus tard, lorsqu'il parlera des quartiers, des villes en difficulté ou de l'emploi, on comprendra mieux pourquoi son discours ne ressemble pas toujours à celui d'un technocrate classique. Il vient de cette formation multiple, presque impatiente, comme s'il avait voulu accumuler plusieurs clés avant d'entrer dans la vie adulte. Puis vient HEC, le MBA, et même un échange à l'université de Manchester. Ce passage hors de France compte aussi. Manchester n'est pas une ville neutre. C'est une ville industrielle marquée par l'histoire ouvrière, les transformations économiques, les cicatrices sociales. Bien avant Valenciennes, Jean-Louis Borloo se retrouve donc exposé à un autre paysage urbain où la question de la reconversion industrielle n'est pas abstraite. On peut se demander si ce séjour n'a pas laissé en lui
une sensibilité particulière aux territoires blessés, à ces villes qui cherchent une seconde vie après le déclin des usines. Ce sont ces détails de jeunesse qui, aujourd'hui, prennent une autre résonance. Le garçon de Paris, passionné d'histoire, habitué aux responsabilités scouts, formé au droit et à l'économie, n'a pas seulement construit une carrière. Il a construit une manière de tenir debout dans les crises. Et lorsque l'on regarde plus tard l'homme public affaibli, plus rare, plus silencieux, on comprend que sa force ne venait pas uniquement des ministères. Elle venait de beaucoup plus loin, d'une jeunesse où il avait appris à observer, à encaisser, à organiser, puis à agir avant même que les autres ne voient l'urgence. Dans cette lecture plus intime, il faut alors regarder non plus seulement l'ancien ministre, mais l'homme entouré des siens. Car derrière la figure publique que l'on a vue à Valenciennes, à l'Assemblée nationale ou dans les ministères, il y a une famille dont les traces apparaissent rarement, par fragments, dans les biographies et les documents publics. Jean-Louis Borloo vient d'un foyer où les origines racontent déjà une France mêlée. Son père, Lucien Borloo, né en 1915 dans le Morbihan, porte des racines bretonnes et belges. Sa mère, Morissette Acquaviva, née en 1927 à Marseille, est issue d'une famille corse et s'engagea dans le monde associatif, notamment autour des équipes Saint-Vincent. Ces deux présences expliquent peut-être une part de son tempérament. Du côté paternel, il y a l'idée d'une ascension par le travail. Lucien Borloo est présenté comme ayant commencé comme coursier dans une caisse de retraite avant d'en devenir directeur. Du côté maternel, il y a le sens du service, de l'aide aux plus fragiles, du lien social. À première vue, cela semble éloigné des grands débats de la République. Pourtant, lorsque l'on observe plus tard l'action de Jean-Louis Borloo en faveur des villes abîmées, des quartiers populaires ou de l'accès à l'énergie, ses racines familiales prennent une autre couleur. Elles ne donnent pas une explication totale, mais elles dessinent une atmosphère, celle d'un homme formé entre rigueur, mobilité sociale et attention aux autres. La mort de sa mère en 2015 a aussi rappelé au public cette part plus privée. Des avis publiés à l'époque mentionnent la famille rassemblée autour de Morissette Borloo, avec Jean-Louis et son épouse Béatrice parmi les proches cités. Ce genre de détail n'est pas spectaculaire, mais il montre une vérité souvent oubliée. Même les personnalités les plus exposées vivent aussi des deuils ordinaires, des enterrements discrets, des moments où les titres politiques ne protègent de rien. Dans sa vie sentimentale et familiale, Jean-Louis Borloo a toujours gardé une forme de réserve. Les informations publiques évoquent plusieurs enfants, Pauline, Julia, Manon et Tom, issus de différentes unions. Ces noms apparaissent dans des sources généalogiques et biographiques, mais rarement dans le récit médiatique central de sa carrière. Cette discrétion n'est pas anodine. Elle dit quelque chose de la frontière que Borloo a semblé maintenir entre l'homme politique très visible et le père plus silencieux, plus protégé, presque hors champ. Puis arrive un chapitre plus médiatisé, son histoire avec Béatrice Schoenberg. Le 21 juillet 2005, à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, Jean-Louis Borloo épouse la journaliste de télévision, alors visage connu de France 2. Ce mariage attire l'attention parce qu'il réunit deux univers très observés, la politique et l'information. À l'époque, cette union pose aussi la question délicate du conflit d'intérêts. Béatrice Schoenberg, qui présentait les journaux de France 2, voit sa position devenir difficile au moment où son mari occupe des fonctions gouvernementales. Plus tard, elle s'éloigne de la présentation du journal télévisé et son nom reste lié à cette période où la vie privée d'un couple devient, malgré lui, un sujet public. Ce détail est important dans le portrait de Borloo, car l'homme qui semblait vivre au milieu du bruit politique a aussi connu une vie familiale exposée malgré elle. Le couple apparaît parfois lors de cérémonies, d'obsèques, d'événements publics, mais toujours avec une certaine retenue. Pas de mise en scène excessive, pas de confidences abondantes. Cette réserve contraste avec la parole rapide, généreuse et parfois débordante de Borloo sur les sujets publics. Comme si, dès qu'il s'agissait de ses proches, il redevenait plus fermé, plus prudent, presque soucieux de ne pas laisser la vie politique dévorer l'espace familial. Et aujourd'hui, lorsque l'on évoque son âge, ses fragilités, ou cette image d'un homme diminué que certains récits associent au fauteuil roulant, la famille prend une place plus forte encore. Dans ces moments-là, ce ne sont plus les anciens électeurs, les journalistes ou les ministres qui comptent d'abord.
Ce sont les proches, les enfants, l'épouse, ceux qui voient de la fatigue sans caméra, ceux qui connaissent sur les journées réelles, les silences, les gestes lents, les absences, la vie privée, longtemps tenue à distance, devient alors le dernier refuge d'un homme qui a passé tant d'années à appartenir à la vie publique. Si cette histoire vous a touché, alors prenons un instant pour regarder Jean-Louis Borloo autrement. Pas seulement comme un ancien ministre, un homme de pouvoir ou une figure connue de la vie publique française, mais comme un homme qui, avec l'âge, la fatigue et les épreuves, nous rappelle une vérité simple. Personne n'échappe à la fragilité. Derrière les discours, les fonctions et les souvenirs de succès, il y a toujours un être humain, avec ses silences, ses douleurs et sa dignité. Alors, au lieu de juger trop vite, essayons de comprendre. Essayons d'avoir de la tendresse pour ceux qui ont beaucoup donné, même lorsque leur vie devient plus discrète, plus difficile, plus solitaire. Dites-nous en commentaire ce que cette histoire vous inspire. Avez-vous gardé un souvenir particulier de Jean-Louis Borloo? Si cette vidéo vous a ému, pensez à laisser un like, à la partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir des récits humains, respectueux et profonds. Votre soutien nous aide énormément.